4 octobre 1967, en Nouvelle-Écosse, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Des centaines de personnes ont été témoins d'un étrange objet qui est tombé dans les eaux du port de Shag Harbor. Cet incident, comme beaucoup d'autres, appartient à la catégorie des phénomènes inexpliqués, dont l'origine reste un mystère pour la plupart. L'objet brillait de lumière vive et descendait lentement vers l'eau, attirant l'attention de tous autour. Cette nuit-là, le ciel au-dessus de la province canadienne était froid et venteux, mais les étoiles brillaient intensément, créant un contraste avec les éclairs inhabituels qui allaient bientôt être connus sous le nom de Nuit des ovnis. L'un des témoins, un garçon de 12 ans nommé Chris Stiles de Dartmouth, s'apprêtait à se coucher lorsqu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Ce qu'il vit le bouleversa à jamais. Le long de la ligne côtière, une étrange lumière orange ondulait. « Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant », se souvient-il. Le temps légèrement brumeux rendait difficile la distinction des détails, mais Stiles, attrapant sa veste, courut dehors pour voir de plus près. Il fut l'un des premiers sur la rive et aperçut une étrange sphère orange située à 20 mètres de lui. Sa couleur était celle d'un métal incandescent, décrit-il. L'objet flottait au-dessus de l'eau à une hauteur d'environ 4 mètres, rompant le silence. J'ai eu peur et après quelques minutes, je me suis enfui. Pendant que Stiles cherchait un abri, l'étrange objet continuait à circuler au-dessus de Shag Harbor, laissant des impressions inoubliables dans la mémoire des témoins. À 12 ans, j'ai ressenti pour la première fois une peur indescriptible, dit-il, soulignant comment cet événement a changé sa perception de la réalité. 1 heure plus tard, dans un petit village de pêcheurs au sud de la péninsule de Parénée, des éclairs étranges furent également remarqués. Un pêcheur de 18 ans, Laurie Wickens, rentrait chez lui avec 3 amis lorsque son attention fut attirée par un objet inhabituel dans le ciel. Nous nous dirigeons vers Woods Harbor à travers Shag Harbor, raconte-t-il. Après être passé devant le bureau de poste, nous avons vu dans le ciel d'abord un éclair, puis un autre et encore un autre. Au total, il y en avait 4, de couleur jaune et orange. Wickens s'efforçait de ne pas perdre de vue les étranges éclairs. L'objet a commencé à descendre silencieusement sous un angle de 45 degrés. Ajoute-t-il, on aurait dit qu'il se déplaçait avec eux, mais lorsqu'ils atteignirent le bas de la colline, l'objet disparut soudainement. À quelques kilomètres de là, un autre jeune homme de 18 ans, Norman Smith, rentrant d'une fête avec un ami, remarqua également une lueur dans le ciel. À première vue, il était évident que cette lumière inhabituelle avait une origine extraterrestre, partage-t-il. Ils s'arrêtèrent au bord de la route et Smith sortit de la voiture pour mieux voir les éclairs. Il y en avait 5 et ils étaient hauts dans le ciel comme 5 lunes oranges, alignées par taille de la plus petite à la plus grande. À chaque minute, Smith devenait de plus en plus inquiet. J'étais très effrayé. Je ne savais pas ce que c'était. Et je n'avais jamais vu quelque chose de semblable de ma vie, admet-il. Pendant ce temps, Laurie Wickens et ses amis continuaient à observer l'objet inhabituel. Bientôt, ils virent un autre éclat lumineux et entendirent un bruit ressemblant à un sifflement de bombes tombantes. Ils avaient l'impression que l'objet attaquait le port, et les amis se précipitèrent vers la rive. Nous avons gravi la colline pendant environ 1 minute. De là, nous avons pu apercevoir une lumière dans l'eau, raconte Wickens. En arrivant au bord de l'eau, ils virent une lumière qui ressemblait davantage à une hémisphère de teinte jaunâtre. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'appeler la police et de signaler que nous étions témoins d'un accident d'avion, se souvient-il. À ce moment-là, ils étaient convaincus qu'il s'agissait réellement d'un accident d'avion. Wickens retourna à la voiture et se rendit à la cabine téléphonique la plus proche pour signaler ce qui s'était passé. La nuit où l'événement mystérieux s'est produit, Laurie Wickens appela le commandement de la police canadienne, connu sous le nom de GRC. L'horloge affichait 23h25 lorsque le gendarme de garde répondit à son appel et entendit la voix excitée de Wickens. Les policiers supposèrent d'abord que les appelants pouvaient être sous l'influence de l'alcool, mais Wickens insista sur le fait qu'ils n'avaient rien bu. L'officier se contenta de demander le numéro de la cabine téléphonique d'où l'appel avait été passé. Le scepticisme du policier se transforma rapidement en méfiance lorsque, après la conversation avec Wickens, d'autres appels commencèrent à arriver de résidents des localités voisines, qui racontaient des histoires similaires. Les policiers n'avaient d'autre choix que de croire à ce qui se passait. Bientôt,
Ils rappelèrent Vikens pour préciser leur emplacement et convenir d'un rendez-vous. Vikens communiqua ses coordonnées et ajouta qu'il continuait à surveiller la situation. À ce moment-là, Norman Smith avait déjà averti les gens de l'apparition de l'objet mystérieux au-dessus du port. Lorsque Vikens et ses compagnons arrivèrent chez son père, celui-ci sortit à leur rencontre dans la rue. Tous ensemble, ils regardaient les étranges objets dans le ciel. Bientôt, ils entendirent les sons des voitures de police. Smith se dirigea vers la voiture de police vers le parking au bord de l'eau, où une foule de résidents locaux s'était déjà rassemblée. Sur place, il y avait environ 16 personnes, y compris des policiers, qui regardaient d'un faisceau de lumière descendant vers la surface de l'eau. Tous les présents, tant les habitants de la ville que les policiers, voyaient une lumière jaune-orange pâle à environ 250 mètres du rivage. Autour d'eux, c'était une obscurité totale, et le seul élément discernable était la lumière sur l'eau. Ils observèrent ce phénomène pendant environ 10 minutes, montant au sommet d'une colline pour mieux voir. Tous pensaient être témoins d'un accident d'avion. À 23h38, l'un des policiers appela Halifax, au service central de sauvetage, pour organiser une opération de recherche et de sauvetage. Les policiers contactèrent également le point de garde-côte le plus proche et les gardiens des phares déclenchèrent l'alerte. Cette nuit-là, l'un des gardiens de phare reçut un message concernant la recherche d'un objet qui s'était écrasé dans le port. Pendant ce temps, les policiers commencèrent leur propre enquête. À bord des bateaux de pêcheurs locaux, ils se dirigèrent vers le lieu présumé du crash, tandis que les habitants de la ville participaient activement aux recherches. L'un d'eux s'approcha de la maison de Vikens et son mari, en regardant par la porte, aperçut un policier. On leur informa qu'un objet était tombé dans l'eau dans le port et qu'il s'agissait probablement d'un avion. Le policier avait urgemment besoin de leur bateau et il était pressé. Plus tard, en rentrant chez lui, Vikens rencontra un pêcheur local qui lui dit avec excitation qu'il devait aider à retrouver des survivants de l'accident d'avion. Vikens ne pouvait pas refuser et se dirigea avec le pêcheur vers le lieu de l'incident. Ils se hâtèrent vers le quai, montèrent dans des bateaux libres et commencèrent à ramer aussi vite que possible pour sauver quelqu'un. À ce moment-là, il était déjà environ minuit. 2 bateaux de pêche disparurent rapidement dans l'obscurité, tandis que des faisceaux de projecteurs de sauvetage glissaient sur la surface de l'eau. Les recherches commencèrent, et ils scrutèrent attentivement les débris à la surface, mais ne trouvèrent un piané. Les personnes dans les bateaux étaient dans un état de dépression, se préparant à voir des débris d'avions et des corps flottants, mais à la place, ils découvrirent quelque chose d'étonnant, une mousse orange qui formait une longue bande à la surface de l'eau. Il ne faisait aucun doute que l'apparition de cette mousse mystérieuse était liée à l'objet tombé dans l'eau. Norman Smith tenta de prélever des échantillons de cette substance pour analyse. Après avoir fait un tour, le bateau entra à nouveau dans la mousse et il trouva un petit récipient qu'il plongea prudemment dans l'eau, directement dans la mousse. Lorsqu'il souleva le récipient, il découvrit qu'il était vide. Il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Ce témoin, un pêcheur avec de nombreuses années d'expérience, a noté qu'il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Il avait pêché dans des rivières, des lacs et dans l'océan ouvert. Mais l'étrange écume qui disparaissait progressivement dans l'eau sombre lui était inconnue. Ce qui l'a le plus surpris, c'est l'absence de débris sur le lieu de la catastrophe. Si quelque chose était tombé dans l'eau seulement quelques minutes auparavant, cela s'était complètement dissous. Tous les présents espéraient trouver au moins quelques preuves de l'accident ou de la catastrophe aérienne, mais il n'y avait rien sur place. Absolument rien. Ils sont restés là toute la nuit, fouillant la zone dans un rayon de quelques kilomètres dans l'espoir de trouver quoi que ce soit. Quelques débris, mais ils n'ont rien pu découvrir. Les services de secours ont demandé les horaires de circulation aérienne au centre de surveillance de l'espace aérien à Moncton, Nouveau-Brunswick et dans la baie nord du lac Ontario. Il était nécessaire de vérifier si un avion civil ou militaire avait disparu durant cette période. Les données obtenues ont clairement confirmé qu'il n'y avait pas eu d'accident aérien et que les avions n'avaient pas disparu des radars. Les secouristes ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe aérienne et qu'ils cherchaient quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué de manière rationnelle. Beaucoup ont commencé à réaliser que, peut-être, il s'agissait d'un ovni. Les habitants de Shag Harbor ont compris que les sombres eaux côtières avaient englouti dans leur profondeur un terrible secret, mais personne ne savait lequel.
Shag Harbor est un petit village de pêcheurs sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, si petit qu'il est difficile à trouver sur une carte. Cependant, tout a changé le 4 octobre 1967 lorsque, selon les témoignages des habitants, un avion inconnu est tombé dans les eaux portuaires. À partir de ce moment, les événements se déroulant à Shag Harbor ont commencé à être couverts par les journaux du monde entier. En quelques heures, des pêcheurs locaux, des officiers de police et des gardes-côtes ont exploré les eaux portuaires avec un seul objectif: trouver des débris. Dès le lendemain, de nombreuses personnes ont commencé à être tourmentées par des doutes et des hypothèses terrifiantes. Un des témoins a noté: « Je pense que tout le monde avait l'impression cette nuit-là que quelque chose nous était caché. » Bientôt, le monde entier a été informé qu'aucune trace de l'accident n'avait été trouvée. Les autorités officielles n'ont fait aucun commentaire, ce qui a immédiatement provoqué diverses rumeurs. On disait qu'un ovni était tombé dans l'eau, mais personne ne savait exactement ce que c'était et à quoi cela ressemblait. Les gens étaient très effrayés et voulaient savoir ce qui les attendait. De tels incidents étaient-ils possibles? Quelque chose allait-il encore tomber sur leur maison? Et que se passait-il vraiment? À la fin, le centre de service de sauvetage a démenti l'information concernant la chute d'un avion. Le matin du 5 octobre à 10h20, le centre de service de sauvetage a envoyé un télégramme classé « Urgent » au ministère des Forces canadiennes à Ottawa. Le télégramme contenait les témoignages de témoins oculaires et d'agents de police. Le phénomène à Shag Harbor a été qualifié de « objet sombre », mais ce qui était le plus important, c'était qu'il a été désigné comme un ovni. Il convient de noter que ce ne sont pas les témoins de l'accident qui ont utilisé pour la première fois le terme ovni, mais les autorités menant l'enquête. Le soir du 5 octobre, les militaires ont commencé à s'occuper de l'incident au port. Après avoir examiné le télégramme du centre de service de sauvetage, le commandant d'escadrille William Benn a envoyé des messages urgents au commandement naval canadien avec l'instruction de mener immédiatement une opération de recherche sur le lieu de l'incident. Si l'objet sombre mystérieux n'est pas découvert à la surface, une équipe de plongeurs doit se joindre aux recherches, qui pourraient peut-être trouver quelque chose. Le commandement naval a envoyé un groupe de plongeurs de la marine royale de Halifax. Le 6 octobre, ils ont commencé les recherches en plongeant depuis le pont d'un patrouilleur. Dans une petite ville comme Ners, on peut entendre les rumeurs les plus diverses. Mais lorsque les militaires apparaissent avec des plongeurs et des caméras, lorsque les gens voient que des recherches sont en cours, ils comprennent que la situation est sérieuse. Les plongeurs ont exploré une zone de 3 km². D'abord, l'équipe de recherche a contourné le lieu de l'incident, puis l'a marqué avec des bouées et a commencé l'opération. Cependant, leurs efforts n'ont pas été couronnés de succès. L'examen a révélé uniquement une quantité incroyable de plancton dans l'eau. Les recherches ont été menées de manière formelle, en utilisant des lampes de poche manuelles clignotantes ordinaires, qui ne permettaient pas de s'approcher de l'endroit où plongeaient les plongeurs. Pendant qu'ils exploraient les profondeurs, le petit village de pêcheurs est devenu le centre de toutes les attentions. Le 7 octobre, les caméras de la télévision canadienne filmaient les plongeurs pendant leurs immersions. Ce sujet a occupé une place centrale dans les bulletins d'information. Les publications périodiques canadiennes recevaient des informations fragmentaires sur l'étrange incident. Parmi elles se trouvait le journal Chronicle Herald, avec lequel collaborait le journaliste Ray McLeod. Cette nuit-là, il travaillait lorsque le rédacteur en chef l'a appelé pour lui parler de l'incident au port. Le rédacteur a noté qu'il y avait de nombreux témoins, y compris des policiers, et que McLeod devait découvrir ce qui était tombé dans l'eau. C'était une mission sérieuse, et il s'est mis en route pour l'accomplir. Cependant, lorsque McLeod a tenté d'obtenir des détails, personne n'a pu lui fournir d'informations. Il n'a rien entendu de concret de la part des autorités officielles. Ni la police canadienne, ni le service de recherche et de sauvetage ne savaient ce qui était tombé dans les eaux de Shag Harbor. Cette nuit-là, aucun accident n'a été enregistré, ce qui est devenu un véritable mystère. Le manque d'informations a attisé la curiosité de McLeod et il a décidé de mener sa propre enquête. Comme il le dit lui-même, n'importe quel écolier vous dira que l'incertitude stimule l'imagination. Ce qui était particulièrement surprenant, c'était lorsque les forces de l'ordre déclaraient qu'elles ne pouvaient même pas supposer ce que cela aurait pu être. C'est à ce moment-là
que MacLeod a fait appel au service d'un informateur militaire. L'informateur l'a dirigé vers Ottawa, vers le commandant des escadrons William Ben, qui menait des enquêtes sur des affaires d'OVNI dans sa division aérienne. Et ça est. Ce que MacLeod a appris sur Shag Harbor a été une surprise pour lui. William Ben lui a parlé de plusieurs cas de contact avec des ovnis qui avaient des confirmations factuelles. Son récit a été publié dans un journal, ce qui a fait sensation. Le 7 octobre 1967, le matériel préparé par MacLeod a été imprimé en première page du journal ultra-conservateur Chronique de Géride. Lorsqu'il a vu son article, il a pensé « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Il ne s'attendait pas à ce que le titre soit si retentissant. Le titre de l'article a été imprimé en énormes lettres et a ajouté de l'huile sur le feu. Des rumeurs ont de nouveau circulé dans la ville. L'article de MacLeod était discuté dans tous les coins du Canada, mais il a surtout intéressé les habitants de Shag Harbor, où les recherches de l'objet non identifié se poursuivaient. Le 7 octobre, le commandement naval a envoyé 3 plongeurs supplémentaires sur le site de la chute. Les recherches se poursuivaient, tandis que les habitants de la ville attendaient des réponses qui ne sont jamais venues. MacLeod pense que les résultats de l'enquête ont été soigneusement dissimulés. On ne nous a rien dit. Certains représentants officiels ont même déclaré qu'ils étaient interdits de discuter de ce sujet, se souvient-il. Les habitants espéraient qu'on leur dirait bientôt qu'il s'agissait bien d'un accident d'avion et que l'avion avait été retrouvé au fond de l'océan. Mais rien de tel ne s'est produit. Le 8 octobre, les militaires ont terminé leur opération. Les sources officielles ont déclaré que les recherches de 3 jours n'avaient donné aucun résultat. 5 jours après l'accident, les habitants de la ville restaient toujours dans l'ignorance. Cependant, la fin de l'enquête à Shag Harbor n'était que le début d'une affaire qui devenait de plus en plus complexe. Octobre 1967. Des dizaines de personnes ont été témoins de la chute d'un objet inconnu dans les eaux de la ville portuaire de Shag Harbor, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Des pêcheurs locaux ont ratissé la côte, essayant de découvrir des débris à la surface de l'eau, tandis que des plongeurs de la Marine royale canadienne exploraient le fond. Soudain, les recherches ont été interrompues. Il y avait une impression que quelque chose était caché aux gens. Beaucoup l'ont ressenti. Passer autant de temps et d'efforts pour se rendre sur place sans obtenir d'explication semblait très étrange. Il n'y avait pas de réponse, et une nouvelle vague de rumeurs s'est répandue avec une rapidité extraordinaire. On murmurait que, peut-être, quelque chose avait vraiment été trouvé. Parmi les plongeurs locaux, l'un a avoué qu'ils avaient remonté quelque chose du fond. Une sorte d'objet mystérieux dont personne ne pouvait dire avec certitude ce que c'était. Les rumeurs les plus incroyables circulaient, et c'était typique lorsque les choses n'étaient pas complètement expliquées. La spéculation commençait. Au cours des années 60, les rumeurs sur l'apparition d'OVNI et d'objets inconnus similaires étaient considérées comme un effet secondaire de la guerre froide. À cette époque, les confrontations nucléaires entre les États-Unis et l'URSS avaient atteint leur paroxysme. Les deux superpuissances s'accusaient sans cesse mutuellement d'essais d'armes de pointe, et des opérations secrètes étaient menées au nord de l'Atlantique. Tous ces faits intensifiaient l'atmosphère et augmentaient l'intérêt pour l'étrange incident qui s'était produit seulement quelques années après la crise de Cuba. Cela ne faisait qu'attiser l'intérêt, et les gens ont commencé à formuler diverses théories. Peut-être qu'un appareil américain secret était tombé dans l'eau, un avion ou un satellite, ou peut-être était-ce un appareil russe. Le journaliste Ray MacLeod tentait de percer la vérité. Pendant un certain temps, ses articles ont fait la une d'un journal respectable, le Chronicle Herald. Cependant, ses efforts pour éclaircir cette histoire ont donné des résultats inattendus et décourageants. MacLeod avait des informations importantes pour le rédacteur en chef du journal, mais celui-ci lui a conseillé de ne pas s'enfoncer dans cette histoire, car elle devait être traitée par un des reporters qui travaillait depuis longtemps sur ce sujet. Il leur était plus facile d'établir des contacts, car ils souhaitaient enquêter en profondeur sur l'incident. Finalement, l'affaire a été confiée à David Bentley. MacLeod savait que Bentley avait rencontré des scientifiques pour rassembler des informations réfutant les faits concernant l'apparition d'OVNI. Il ne s'adressait qu'à des scientifiques qui prenaient avec mépris les soi-disant OVNI et niaient même la possibilité de leur existence. Le principal allié de Bentley était l'astronome prêtre Michael Bork Gaffney, qui, en tant que jésuite, était sceptique à l'égard de tels phénomènes. Il avait son propre point de vue,
et il s'efforçait toujours de calmer les passions humaines autour des objets non identifiés. Quelques semaines après l'incident inhabituel, Michael Borg-Gaffney a tenu une discussion publique sur les événements de Shag Harbor, essayant de rassurer les gens. Il a expliqué que 94% des soi-disant ovnis étaient des phénomènes naturels ordinaires, tels que des météorites. Pendant que le prêtre exposait ses arguments, Styles se demandait ce que le groupe de William Benn avait réellement découvert. Des rumeurs circulaient selon lesquelles quelque chose de concret aurait pu être trouvé dans les eaux portuaires. Styles a demandé à Bentley pourquoi il ne se rendait pas à Ottawa auprès du commandant des escadrons William Benn. À quoi Bentley a répondu qu'une telle personne n'existait pas et qu'il n'y avait pas non plus d'escadron similaire à Ottawa. Il a conseillé à Styles d'oublier cette histoire. Est-ce que le Chronicle Herald subissait des pressions de la part des autorités canadiennes? McLeod a compris que cette histoire ne paraîtrait jamais dans les journaux. Il était difficile de réaliser que l'on ne pouvait pas utiliser ses relations et ses contacts pour faire connaître la vérité aux gens. Après tout, ils avaient le droit de savoir ce qui s'était passé là-bas. Le journaliste se sentait impuissant lorsqu'il ne pouvait pas le faire. Bientôt, des représentants de la télévision canadienne ont franchi la frontière de leur pays et se sont dirigés vers l'université du Colorado pour rencontrer le célèbre physicien Edward Condon. Condon et son équipe menaient des recherches pour l'US Air Force dans le cadre d'un contrat de 500 000 $. Les scientifiques avaient pour tâche de fournir une évaluation indépendante du phénomène OVNI. Condon avait observé de tels phénomènes à travers le monde et s'était intéressé aux événements de Shag Harbor. Il était nécessaire de déterminer si l'US Air Force devait enquêter sur ces incidents étranges. Du point de vue de l'ufologie, cet événement suscitait de l'intérêt. Malgré des ressources considérables et un personnel hautement qualifié, Chris Styles pensait que Condon et son équipe n'avaient pas accordé l'attention nécessaire à cette affaire. Le dossier avait été transmis à Norman Levin, qui avait appelé plusieurs fois l'ATA, le commandement de la police canadienne et le ministère de la Marine. On lui avait dit qu'une enquête complète et approfondie avait déjà été menée. Cependant, comme Levin l'a reconnu plus tard, il avait eu tort de croire cela. Peut-on faire confiance aux autorités? L'incident au Canada est devenu l'un des 59 phénomènes OVNI que Condon et son équipe ont inclus dans leurs recherches. Le dossier numéro 34, le rapport final a été présenté par les scientifiques le 31 octobre 1968 et contenait 900 pages d'informations. En conclusion, il était noté « Considérez l'enquête ultérieure comme infondée ». Condon a résumé le rapport par ces mots, affirmant que, au cours des 20 dernières années, rien n'était arrivé sur Terre depuis l'espace qui pourrait être rattaché à la science de l'ufologie et qui ajouterait aux connaissances scientifiques. Chris Styles réfléchissait au fait que la recherche scientifique sérieuse sur les ovnis se termine toujours de la même manière, car les critères sont assez stricts. Souvent, lorsque de tels événements se produisent, peu importe la définition que vous utilisez et à quel point vous êtes précis et minutieux. En fin de compte, personne ne croira de toute façon. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de Shag Harbor où personne n'a insisté pour obtenir des réponses. Ainsi, l'incident dans le port canadien est devenu un autre mystère non résolu. Les nouvelles de cet événement ont progressivement glissé des premières pages aux dernières. Un mois plus tard, on avait déjà oublié ce qui s'était passé. Les gens continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes, manger des sandwichs et allaient au travail. Cependant, 25 ans plus tard, l'enquête sur l'incident de Shag Harbor a pris un nouveau tournant. Grâce à plusieurs découvertes sensationnelles, il est devenu clair qu'il était encore trop tôt pour clore le dossier. En octobre 1967, plus d'une dizaine de personnes ont été témoins de la chute d'un ovni dans les eaux de Shag Harbor. Même après 25 ans, de nombreuses questions concernant cette affaire restaient sans réponse. C'était un événement tout à fait extraordinaire. Un objet quelconque s'était posé du ciel sur l'eau, mais ce qu'il était exactement demeurait un mystère. L'un des témoins de cette nuit-là, Chris Styles, ne peut toujours pas oublier ce qu'il a vu au-dessus du port. Il a aperçu l'OVNI par la fenêtre de sa maison. Plus tard, en 1992, Chris a regardé une émission de télévision qui a changé sa vie. Il s'est souvenu des événements de Shag Harbor, car à l'époque, personne ne contestait qu'il s'agissait d'un véritable OVNI, y compris les responsables officiels. À ce moment-là,
Il avait presque oublié ce qu'il avait vu dans son enfance, mais il a décidé de mener sa propre enquête. Styles a demandé des documents concernant cette affaire aux archives nationales canadiennes et au département de la sécurité nationale. Après quelques semaines, les documents sont arrivés à la bibliothèque principale de Halifax sous forme de microfilms. Un travail minutieux a commencé. En parcourant document par document, Styles a réalisé que les bureaucrates qui les avaient rédigés n'avaient rien omis. Les microfilms contenaient des informations sur l'apparition des ovnis au Canada entre 1965 et 1981. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pendant plusieurs semaines, Chris a étudié les microfilms et dans l'un des documents officiels, il a clairement réalisé qu'il avait devant lui une lettre importante avec une histoire. L'inscription OVNI, il l'a rencontrée 3 fois sur 3 enveloppes, toutes liées à l'incident de Shag Harbor. Steele a compris qu'il avait devant lui des documents uniques. Est-ce qu'il venait de tomber sur ce que le gouvernement du Canada avait soigneusement caché? Chris Styles a réalisé qu'il avait besoin d'aide. Il a contacté son collègue Don Lejeune, et ensemble, ils ont commencé à enquêter sur les événements survenus à Shag Harbor. Pendant 1 an ou 1 an et demi, Styles a rassemblé des matériaux et recherché des témoins, s'immergeant dans ce sujet avec passion. En fin de compte, il a impliqué dans l'enquête moi aussi, et je ne pouvais pas lui refuser. L'étude minutieuse des documents déclassifiés a permis de reconstituer les détails de cette nuit-là, le 4 octobre 1967, et de se souvenir de tout dans les moindres détails. Ces documents m'ont fait une impression colossale, me coupant littéralement le souffle. En les parcourant, Styles a compris que les militaires canadiens savaient beaucoup plus qu'ils ne le disaient. Il a été surpris de constater que les militaires prenaient calmement le fait de rechercher un objet d'origine extraterrestre. Cela pouvait être considéré comme une confirmation officielle de l'existence des ovnis. Styles a découvert que des événements similaires s'étaient produits non seulement à Shag Harbor. Des témoignages de témoins avaient été recueillis de différents coins de la Nouvelle-Écosse. Étonnamment pour lui, il est tombé sur un rapport qui pouvait être considéré comme une source fiable. Il s'appelait « Test des pilotes de l'aviation civile ». Ce soir-là, à 19h15, 2 pilotes des lignes aériennes canadiennes, le capitaine Pierre Charbonneau et le premier pilote Robert Ralph, volaient sur le vol numéro 305 à une altitude de 5 km au-dessus de la partie sud-est du Québec. Ils ont vu par la fenêtre gauche du cockpit un objet qui les a frappés par son apparence. C'était un objet coloré allongé, ressemblant à un cerf-volant, qui planait juste au-dessus de l'avion, près de son aile gauche. Les pilotes expérimentés étaient perplexes en voyant cet étrange objet flotter dans les airs, puis ils ont vu plusieurs éclairs. Selon leurs témoignages, lorsqu'ils ont commencé à entreprendre des actions, l'OVNI disparaissait dans les nuages. Après quelques hésitations, les pilotes ont décidé de faire un rapport officiel sur cet étrange incident. Pour un pilote de l'aviation civile, cela n'était pas facile. Il pouvait faire face aux moqueries de ses collègues et à des problèmes avec la direction, ce qui pouvait le rendre objet de raillerie. Poursuivant ses recherches, Styles est tombé sur une source d'informations inattendue. À l'université Sainte-Marie à Halifax, il a trouvé des documents rassemblés par le prêtre Borg Hafné, qui était sceptique à l'égard de Kenelo et avait publiquement démenti son apparition à Shag Harbor. Il a eu de la chance que ces documents secrets se trouvaient là car il n'y avait aucune mention d'eux ni dans les archives nationales ni dans la police canadienne. Les documents de la police canadienne, rassemblés par le prêtre Gaffney, contenaient de nombreux détails sur cette nuit-là. Un des rapports incluait les témoignages du capitaine du bateau de pêche Léon Mercier qui commandait 18 membres d'équipage. Le navire est sorti en mer et soudainement, ils ont vu 4 ovnis. Mercier a détecté les objets sur le radar et a tout enregistré. Cependant, son rapport comportait une certaine ambiguïté. Il mentionnait des recherches d'ovnis à Shelburne, à des kilomètres au nord de Shit Harbor. Dans ce document, il y avait la phrase suivante. « J'ai vu un objet ressemblant à celui qu'il recherchait à Shelburne ou Shit Harbor. » Cela permet de conclure que des recherches se déroulaient simultanément à Shelburne. La question demeurait, un ovni pouvait-il, après sa chute, quitter Shit Harbor d'une manière ou d'une autre? Si cela s'était réellement produit, était-ce lié au fait que Shelburne était le site d'une base militaire canadienne? Ou, comme Shit Harbor, était-il entouré d'une atmosphère de secret?
Au cours des années 60, des recherches militaires à Shelburne étaient menées sous l'égide de l'Institut d'océanographie, ce qui était lié à la guerre froide. Principalement, depuis la base de Shelburne, des écoutes de transmission radio-secrètes concernant les manœuvres des sous-marins soviétiques dans la partie nord de l'Atlantique étaient effectuées. L'enregistrement des sons du moteur était réalisé à l'aide des ordinateurs modernes de l'époque, ce qui permettait de capturer des données importantes. Cela était fait en préparation de conflits potentiels qui pouvaient survenir à cette époque. La question se posait: les autorités canadiennes pouvaient-elles, en utilisant les capacités techniques d'un sous-marin, déterminer l'emplacement de l'OVNI coulé? Parallèlement, des rumeurs circulaient sur le fait que l'US Air Force menait des recherches secrètes à Shelburne, tandis que l'attention du public était concentrée sur les événements à Sheet Harbor. Chris Stiles, poursuivant son enquête, a décidé de trouver et d'interroger des plongeurs ayant exploré les profondeurs de Sheet Harbor. Le 4e octobre 1967, il a été témoin d'un phénomène étrange dans le ciel au-dessus de la Nouvelle-Écosse, et après cela, il a tenté de découvrir ce qui s'était réellement passé. Stiles a étudié des documents gouvernementaux déclassifiés qui parlaient de recherches d'OVNI supposément tombés dans les eaux de Sheet Harbor. Les autorités officielles affirmaient qu'elles n'avaient rien trouvé sur le site du crash, mais Stiles avait des raisons de croire que les plongeurs pouvaient révéler certains secrets. Tous n'ont pas accepté de parler avec lui, mais ceux qui ont osé ont partagé des informations intéressantes, qui différaient des déclarations officielles des médias. Le 9e avril 1993, l'un des plongeurs a accepté de donner une interview à condition de rester complètement anonyme. Il a choqué Stiles en révélant qu'ils avaient effectivement découvert quelque chose sous l'eau, mais pas à Shag Harbor. Selon lui, les recherches avaient été déplacées vers Shag Harbor, et il savait que l'objet se trouvait au fond, à 40 km de la base militaire à Shelburne. Il est possible que l'OVNI évitait de rencontrer des gens en se déplaçant sous l'eau le long de la côte de la Nouvelle-Écosse. Si cela était vrai, cela signifiait que les militaires canadiens menaient des recherches secrètes à Shelburne et cachaient cela au public. Le plongeur a mis Stiles dans une situation délicate en déclarant que cette histoire l'avait troublé. Il avait en main des documents gouvernementaux secrets, mais ses recherches n'y étaient pas mentionnées. Stiles essayait de comprendre si les recherches militaires à Shag Harbor n'étaient qu'un leurre pour détourner l'attention des véritables recherches. Le récit du plongeur devenait de plus en plus incroyable. Lorsque les plongeurs sont arrivés sur les lieux, ils se sont immergés dans l'eau au-dessus de l'objet présumé et l'ont vu, ainsi qu'un autre objet qui, selon eux, apportait de l'aide au premier. Stiles ne savait pas comment réagir à cette information, car elle contredisait complètement les données officielles. Le plongeur a déclaré que des navires de l'US Air Force et des bateaux canadiens avaient jeté l'ancre au-dessus des objets et suivaient chacun de leurs mouvements. Lorsqu'ils se sont immergés avec son partenaire, ils ont vu des êtres vivants entourant l'objet tombé. Cependant, le récit du plongeur canadien ne s'est pas arrêté là. Il a rapporté que l'US Air Force avait étudié les objets pendant 7 jours. Mais l'opération avait été soudainement interrompue en raison de l'apparition d'un sous-marin soviétique qui avait traversé les eaux territoriales canadiennes. Dans cette situation critique, les navires ont dû partir à l'interception du sous-marin. Après un certain temps, les deux ovnis ont commencé à se diriger vers la baie de Maine, ont émergé à la surface et se sont envolés, compromettant ainsi l'opération d'interception. La question se posait: y avait-il d'autres témoins qui pourraient confirmer cette histoire fantastique du plongeur? Quelqu'un avait-il vu ces objets mystérieux apparaissant au-dessus de Shelburne? Le 11e octobre, exactement une semaine après les événements à Shag Harbor, des gens ont de nouveau remarqué une lumière étrange dans le ciel. Elle a été aperçue par une famille vivant à 55 km de Shelburne. À ce moment-là, ils observaient ce qu'on appelle le Lockland Cameron et virent deux objets lumineux s'élever dans le ciel au-dessus de Shag Harbor et disparaître au loin. Ce témoignage correspondait parfaitement au récit du plongeur, et il est impossible de l'ignorer. La question demeure, le plongeur avait-il raison? Un vaisseau spatial extraterrestre s'est-il réellement écrasé et est tombé dans les eaux du port, ou existe-t-il une autre explication? L'ancien gardien Meika partage son expérience. Le deuxième jour, j'ai trouvé un objet en forme de cylindre. J'ai compris que c'était un cylindre inhabituel. Je n'en avais jamais vu de tel auparavant.
Il décrit que le cylindre mesurait environ 80 cm de long et environ 150 de diamètre. Une partie du cylindre était brûlée et des fils en sortaient. Et ça sentait. Ça sentait terriblement. Le gardien Banks a informé le ministère des Transports canadien de sa découverte, un étrange cylindre sur la côte rocheuse de l'île Bon-Portage. Au ministère, on lui a conseillé d'être prudent, de conditionner l'objet et de le remettre à un agent au port pour inspection. Cet objet devait leur être très utile, car un agent a été envoyé par avion depuis la Virginie, ajoute Churchill. Cependant, qu'y avait-il d'aussi inhabituel à l'intérieur du cylindre ? Bien qu'il travaillât pour le gouvernement fédéral, la réponse à cette question restait pour lui une énigme. Les oubliettes de ces jours demeurent encore un mystère pour tous, dit-il. Selon certaines hypothèses, ces événements pourraient être liés à des expériences militaires secrètes de l'époque de la guerre froide. Je suppose qu'il s'agissait d'un type de drone qu'ils ont voulu ramener à leur base. Et pourquoi pas ? Je pense que c'était un objet piloté qui s'est écrasé tout seul ou qui a été abattu. Je considère que c'était un avion. Un avion militaire américain. Néanmoins, ses opposants affirment qu'un objet capable de fonctionner à la fois au-dessus et en dessous de l'eau ne peut être que d'origine extraterrestre. Même maintenant, à l'époque des avions invisibles, il n'existe aucun appareil ayant à la fois des fonctions aérodynamiques et hydrodynamiques, souligne-t-il. La question de ce qu'était cet objet reste ouverte et continue de préoccuper beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, il était contrôlé par un être intelligent, et il était extraterrestre, ajoute-t-il avec espoir. Peut-être qu'un jour, les archives militaires liées aux essais secrets verront le jour. Si cela se produit, peut-être que la lumière sera faite sur les événements mystérieux à Sheikh Harbour qui se sont déroulés le 4 octobre 1967. Nous n'avons plus qu'à attendre. Pendant ce temps, les souvenirs des personnes ayant vu la chute d'un étrange objet dans l'océan, cette nuit-là, deviennent de plus en plus flous. Je scrute encore le ciel et j'essaye d'y distinguer quelque chose qui ressemble à l'objet que j'ai vu cette nuit-là, il y a plus de 30 ans. J'aimerais tant savoir ce que c'était en réalité.